Une autre journée qui se lève après une courte nuit de trêve. Pour les bons citoyens, le travailleur va travailler. Je retourne un peu en arrière. Je suis algérien, je suis né pendant la guerre que l'Algérie a fait à la France pour avoir son indépendance, que l'Algérie a finalement eu en 1962. Et tout comme les pays qui devenaient indépendants dans les années 50, dans les années 60. L'Algérie aspirait à vivre autre chose que ce que le colonialisme lui avait fait vivre. Donc, tous ces pays-là, donc l'Algérie, l'Algérie incluse, regardaient le monde qui s'était scindé après la Deuxième Guerre mondiale à peu près en deux. Donc, d'un côté, on avait les méchants capitalistes, et de l'autre côté, on avait les bons et les magnifiques socialistes, communistes, etc. Donc, il y avait même si de facto, enfin, on parlait d'alignement, d'un côté comme de l'autre, même si l'Algérie, de façon officielle, disait qu'elle faisait partie des pays non alignés, en réalité, son alignement était très, très clair vers Moscou. Donc, moi, j'ai vécu une jeunesse socialiste. Moi, j'ai vécu un espoir socialiste. Et j'y croyais vraiment. J'y croyais vraiment. Adolescent, et on était convaincus qu'un monde égal, un monde juste, c'était forcément un monde socialiste voire communiste. Bon, je n'étais pas allé jusque-là. Je ne connaissais pas suffisamment du communisme, ni d'ailleurs du socialisme, mais on avait quand même quelques bribes sur le socialisme. Mais on savait que le communisme, c'était l'autre étape. Donc, bon, mais pas capitaliste, l'essentiel. Oui, voilà. Voilà, l'essentiel, c'était que le capitaliste était le méchant. Et d'ailleurs, tous les pays colonisateurs, c'était des pays capitalistes, comme par hasard. C'est ça. Et donc, comme quelqu'un qui aspirait à une vie à une vie en tant que socialiste, il était inconcevable pour moi d'aller vivre dans un pays comme les États-Unis, qui représentait pour moi à ce moment-là le diable avec plusieurs queues, quoi. Bon, comment je me suis retrouvé aux États-Unis alors? Je détestais ce système, ce pays, etc. Eh bien, à la fin des études secondaires, en Algérie, dans les années 60-70, il y avait des bourses d'études pour aller étudier dans différents pays. Il fallait s'inscrire à des concours, des sociétés nationales qui étaient en fait des corporations qui appartenaient bien sûr au gouvernement. Ces sociétés-là octroyaient des bourses. Donc il y avait beaucoup de bourses disponibles pour aller étudier à peu près dans beaucoup de pays. Mais ce n'est pas des bourses qu'on donnait seulement à des étudiants brillants? Oui, il fallait... Qui ont des bonnes moyennes et tout ça, Ben, il fallait non pas... Il fallait avoir le bac, le fameux bac français qu'on a à la fin du lycée. Et ensuite, il faut des concours. Il y a des concours. C'est ça, Quand il y a un recrutement pour envoyer un contingent pour aller étudier à l'étranger, on passait des concours. Et puis, bon, quand tu passes ton concours et tu réussis, tu t'en vas faire tes études dans ces pays-là. Moi, j'avais fait plusieurs concours, en fait, et j'avais la possibilité d'aller dans plusieurs pays. J'avais été reçu. J'aurais pu aller étudier en Russie, et j'avais cette possibilité aussi de venir étudier aux États-Unis. Et je me suis dit, je me dois d'aller voir ce diable en personne. Je me dois d'aller voir cette société
pour que j'apprenne de société, ne serait-ce que les erreurs à ne pas répéter, parce que nous étions l'espoir de demain pour l'Algérie. Nous étions les bâtisseurs, on y croyait. On allait se faire former ailleurs pour revenir bâtir l'avenir de notre pays, pour améliorer les conditions de nos familles et de nous-mêmes et par le pays. Donc, je me dis, la Russie attendra. La Russie, ce sera peut-être pour des vacances, ce sera peut-être pour d'autres choses. Mais comme j'ai la possibilité d'étudier aux États-Unis, ben, je vais aller aux États-Unis. Mais aussi, à l'époque, la Russie, c'est-à-dire les diplômes de la Russie n'étaient pas vraiment considérés comme des diplômes de haut niveau. En tout cas, c'était plutôt les États-Unis qui sont plus forts. En tout cas, c'est ce que... Je ne connaissais pas la valeur des diplômes, pour te dire vrai, à ce moment-là. Pour moi, tu fais des études, tu obtiens un diplôme, tu es ingénieur, que tu sois formé à Moscou, que tu sois formé à Boston, à San Francisco, à Paris ou à Singapour. Pour moi, c'était pareil. Je n'étais pas dans la nuance. D'accord. Donc, pour moi, ce n'était pas la raison principale. Et donc, d'ailleurs, j'avais même des membres de la famille qui sont allés étudier en Russie. Donc, il n'était pas question que les diplômes avaient moins de valeur. Mais pour moi, c'était vraiment une question de principe. C'était une question... On m'a toujours cravaché, puis on m'a rempli la tête comme quoi le monde occidental est dégueulasse. Et là, j'avais cette possibilité d'aller étudier aux États-Unis. Et je me suis dit que je devais le faire. Mais je vais faire une petite parenthèse. Une année auparavant, une année avant de passer le bac et de passer les examens pour pouvoir bénéficier de la bourse pour venir aux États-Unis, j'avais fait un premier voyage en France. En France, en Angleterre, en Suisse. J'ai pris un sac à dos et je suis allé par bateau en France et j'ai fait de l'autostop. J'ai fait de l'autostop en France, j'ai fait de l'autostop en Angleterre, j'ai fait de l'autostop jusqu'en Suisse, jusqu'en Italie même. Et là, c'était mon premier contact avec le monde occidental. Je n'ai pas détesté ça. D'accord. Je n'ai pas détesté ça. Sauf que... Comme j'étais en vacances et c'était court, ce n'était pas suffisant pour se faire vraiment une idée. Oui, mais la France, c'est pas tout à fait les États-Unis aussi. Ben, je ne connaissais pas. La France est plus socialiste que les États-Unis. Oui, mais quand tu entends que des mauvaises choses à propos du monde occidental, et puis tu arrives dans le monde occidental et c'est loin d'être mauvais. Peut-être que c'était une étincelle qui était essentielle au fait que j'ai choisi une année après d'aller plutôt vers les États-Unis plutôt que la Russie pour faire mon diplôme. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis et j'ai fait mon diplôme aux États-Unis, là, je ne sais pas si je vais revenir un peu en arrière sur la question des Berbères, etc. Oui, je veux bien. Pourquoi je ne voulais pas retourner en Algérie. Je veux bien que tu me parles de tout ça, parce qu'ici, on ignore ces choses-là au Québec. Donc, moi, dans ma tête, je ne retournais pas en Algérie. Donc, on verra pourquoi je ne retourne pas en Algérie. Je ne retourne pas en Algérie et donc je dois me trouver une terre d'asile, en quelque sorte. Est-ce que je reste aux États-Unis, auquel cas je dois continuer les études parce que je n'avais pas de permis de travail ou de... Je n'étais pas immigrant, j'étais étudiant, j'avais un visa d'étudiant. Et pour pouvoir continuer à rester vivre là-bas, il fallait que je me marie ou il fallait que... Bon, je ne veux pas de combine, donc je dis non, je vais essayer d'autres choses. En 1976, il y a eu les Jeux olympiques ici. Et comme on était, encore une fois, dans la région de Boston, on n'est pas loin. C'est 5 heures de route.
Je l'avais enlevé, mais Tu l'avais excuse-moi, enlevé? je vais carrément l'éteindre. Je t'en prie, c'est pas grave. Parce que j'avais arrêté le son. Oui. Voilà. Mais oui, merci. Donc en 1966, c'était les Jeux olympiques ici à Montréal. Et comme on n'était pas très loin et que je restais une partie de l'été, des vacances d'été, je restais au Massachusetts. Je ne rentrais pas en Algérie. Eh bien, on a décidé avec des amis de venir passer quelques week-ends pour nous amuser à Montréal. OK. Et j'ai aimé mon expérience montréalaise. Ah, d'accord. Et je suis revenu tout le temps. OK. Chaque occasion, je revenais, soit à Montréal, soit à Québec. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu plus sur le Québec. Je ne connaissais rien. Je connaissais la géographie du Canada, je connaissais les Grands Lacs, je connaissais... À l'école, on avait appris la géographie, la démographie, on avait appris plein de trucs physiques sur le pays, mais j'avais aucune idée. Oui. Aucune idée C'est la même chose en Tunisie. Pour nous, on ignorait complètement le Québec. C'est incroyable. C'est les Jeux olympiques, à cette époque-là, qui nous a fait connaître le Montréal. Mais Montréal, nous, on pensait que c'était la capitale du Canada, tu vois, à l'époque. Donc, ce faisant, j'ai appris à aimer Montréal, je dirais. Je ne peux même pas dire le Québec parce que je ne connaissais pas grand-chose du Québec, mais j'aimais Montréal, j'aimais Québec. Oui. Donc, toutes les occasions étaient bonnes pour venir s'éclater un peu ici. Quoique même aux États-Unis, à la fin des années 70, c'était un bon endroit où vivre aussi. Là. En tant que jeune, on pouvait s'amuser pas mal, mais on s'amusait encore plus ici, surtout qu'on pouvait utiliser le français pour s'exprimer, même si... on comprenait moins les gens que ce qu'on aurait aimé. Mais bon. Oui, mais on finit par comprendre. Voilà, donc... Jusqu'à ce que tu rencontres ton âme sœur. Non. Ah oui? Non, du tout, du tout. J'ai rencontré mon âme sœur bien plus tard. Ah, d'accord. Quand j'ai décidé de venir à Montréal, c'était... encore une fois, pour ne pas retourner en Algérie et pour ne pas rester aux États-Unis, parce que pour moi, les États-Unis, c'était pas vraiment un pays où je voulais vivre. Ça reste que, n'oublie pas, j'étais endoctriné, même malgré mes 4 ans passés aux États-Unis, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai appris à moins détester les États-Unis, mais pas à les aimer complètement. Donc, pour moi, ce n'était pas possible de rester vivre aux États-Unis. Dis-moi, c'est-à-dire à moins détester les Américains, c'est-à-dire le peuple, disons. En fait, je te parle de l'Amérique. J'ai appris à aimer les Américains en tant que personne. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je détestais tout autant, sinon plus, leur gouvernement. Donc, le système. Pour moi, ce n'était pas possible de rester dans ce pays à cause de leur gouvernement, à cause de leur politique extérieure. De vivre dans un pays impérialiste. Donc, alors, le Québec, ça s'offrait à moi, plus je me renseignais, plus je voyais qu'il y a un parallèle finalement entre le Québec et la Kabylie en quelque sorte. Ah, j'aimerais beaucoup que tu m'expliques ça. C'est ce que... Vu de l'extérieur, c'est 2 peuples qui, à l'intérieur de leur propre pays, se battent pour leur identité, se battent pour la reconnaissance de leur culture, langue, se battent pour la reconnaissance de leur langue, etc. Donc, je voyais ça vraiment comme un parallèle. Je me dis, tiens, je ne peux pas retourner en Algérie pour... combattre le gouvernement qui était en train de massacrer ma culture d'origine. Mais je peux peut-être être utile au Québec ou du moins, je vais aller vivre dans une société où il y a des gens qui se battent, mais qui se battent
en ayant des armes de la démocratie, en ayant des possibilités, en ayant des médias, en ayant des artistes, en ayant des possibilités. Où on a le droit de se battre. Où on a le droit de se battre. Où la voix de quiconque a la même portée, la même valeur, qu'elle soit dans l'opposition ou qu'elle soit dans la revendication. Oui, oui, oui. Donc pour moi, c'était, je te dirais, c'était presque un non-choix. Tellement ça allait de soi. Oui, oui, d'accord. Okay? Donc d'un côté, il y a la langue, ce qui n'est pas négligeable. Oui. De l'autre, il y a ce combat culturel qui se passait ici. Oui. Et en troisième, pas négligeable, mais pas sur le même niveau que les deux autres, il y avait cette culture latine, il y avait cette culture européenne qu'on retrouvait dans les rues, qu'on retrouvait dans les restaurants, qu'on retrouvait dans les théâtres, les cinémas, etc. Donc je me suis dit, finalement, le Québec, c'est probablement le meilleur endroit où se trouver si on veut faire le pont entre l'Europe et le nord de l'Amérique. Et voilà, donc j'ai fait le nécessaire pour pouvoir émigrer. Et lorsque j'ai eu mes papiers, j'étais très content. Et je suis arrivé donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, le 17 mars 81. Ça fait déjà un peu plus de 42 ans. Oh, hein. wow. Ça passe, peur. oui. Non, ça fait peur. C'est juste que les années passent tellement vite, c'est tout. Ouais. Et tu as marié une Québécoise, tu as eu des enfants. J'ai marié une Québécoise. 2 enfants, oui. J'ai rencontré Chantal. J'ai rencontré en 83, donc 2 ans à peu près, un an et demi ou 2 ans après que je sois arrivé. On s'est mariés en 87 et on a eu 2 beaux enfants qui réussissent bien leur vie, de qui on est fiers. Ben, tant mieux. Et on a 2 petites filles aussi. Et maintenant, t'es grand-papa. On est grands-parents, oui. Et tu n'es jamais revenu au Québec, en Algérie, depuis que t'es parti? Alors, non, je suis retourné, j'ai quitté l'Algérie un 30 septembre 1975 et je suis retourné pour les vacances d'été en 76, 77, 78, 79. Début, Donc, les 4 premières années, je suis retourné chaque année. Ah. Et par contre, depuis 1979, je ne suis pas retourné, ce qui fait que toute ma vie québécoise, durant toute ma vie québécoise, je ne suis jamais retourné en Algérie. Donc tu étais retourné quand tu étais aux États-Unis. Voilà, quand j'étais aux États-Unis étudiant, je suis retourné. Mais je ne suis pas retourné depuis. Et la raison en est simple. Hein. Tout à l'heure, on avait dit pourquoi. Oui. Les choix, c'est au fur et à mesure des années qui passaient. Donc, quand j'ai quitté l'Algérie en 1975, le kabyle était très opprimé en tant que langue, en tant que culture. Et voire même en tant que personne, tu pouvais être agressé juste parce que tu étais kabyle. Oui, ils étaient discriminés. J'ai subi plus de racisme en Algérie en tant que kabyle que n'importe où ailleurs où j'ai voyagé depuis. C'est quand même quelque chose. Oui. Donc en 1975, je voyais qu'il y avait des balbutiements de revendication de la culture kabyle, dont il y avait un écrivain, Mouloud Mamri, qui a écrit un petit fascicule de grammaire. Il faisait aussi des cours de kabyle
comme ça, à des cours du soir, Oui, etc., oui, mais oui. qui étaient réprimés d'ailleurs. Les jeunes qu'on était lycéens, etc., ils nous permettaient même pas d'aller étudier avec Mouloud Mamri. Et au fur et à mesure des années qui passaient, on voyait que la répression augmentait contre tout ce qui était kabyle, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, moi, je voyais ça. Je voyais ça. Moi, j'ai quitté l'Algérie pour venir étudier, pour retourner aider mon pays à se développer. Là, je suis chez le koufar, je suis chez le mécréant, Oui, je suis chez le capitaliste. oui. Ce Qui sont considérés. système, Oui, ce système que je suis supposé détester à mort, oui, que je suis supposé combattre. oui. Mais je n'ai aucun problème à sortir, manifester dehors, ce qui n'est pas permis dans mon pays. Ouais. Je peux écrire, je peux crier, je peux faire tout ce que je veux en kabyle. Aux États-Unis, je ne pouvais pas le faire en Algérie. Et donc, je voyais chaque année la situation se détériorer. Jusqu'en 1980, lorsqu'il y a eu... La guerre. Non, pas la guerre. Non, avant. Pas la Oui. guerre. Le truc des islamistes, c'est les années 90. Oui, oui, c'est 90. En 1980, Mouloud Mamri, justement, cet extraordinaire écrivain algérien, avait réuni, le kabyle étant une langue qui ne s'est pas écrite depuis 5000 ans, ou peut-être plus. Donc, c'était une culture a fortiori orale, qui se transmettait de mère en mère, de mère en grand-mère, de mère en fille. Je ne pense pas que les hommes n'ont rien à voir là-dedans. Si ce n'était pas les mères, ce serait déjà parti. Donc, ce monsieur-là a eu l'idée de colliger en texte les poèmes qui ont été transmis à travers les années, des dizaines, des centaines d'années peut-être, d'un chantre kabyle qui s'appelait Mohammed. Donc, il a écrit ce livre-là et il a voulu donner une conférence pour présenter son livre et présenter les poèmes. Dans la ville capitale de la Kabylie, Tizi Ouzou. Eh bien, on lui a interdit, le gouvernement lui a interdit de présenter son livre et de faire sa conférence en 1980. Parce que c'était du kabyle, parce qu'il allait parler en kabyle, parce qu'il allait faire de la publicité pour la culture kabyle, etc. S'en est suivi des manifestations monstres, avec des arrestations, avec beaucoup de personnes ont été mises en prison. Et là, moi, je venais de finir mon premier cycle. On parle de 1980, moi je venais de finir en 79. J'ai commencé mon deuxième cycle juste en attendant de rentrer, parce que j'étais encore en réflexion. Cette chose-là arrive, et là j'ai dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que, ayant vécu les 4-5 dernières années dans une liberté totale, que je vais rentrer dans un pays qui va nier jusqu'à la personne que je suis, jusqu'au sang qui coule en moi, jusqu'au verbe que je suis capable de prononcer, de ce que j'ai appris au sein de ma maman. Ce n'est pas vrai que je vais retourner dans ces conditions, dans ce pays-là. Ça a aidé mon cheminement, ça a aidé à prendre la décision de ne pas retourner en Algérie. Ce n'était pas permanent. Quand j'ai décidé de ne pas retourner, ça n'a jamais été permanent. Ça n'a jamais été « je ne mettrai plus jamais les pieds en Algérie ». Oui, c'est naturellement. Je me suis dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je sens
que viendra un moment où le pays aura besoin des gens comme moi, où le pays va finir par se démocratiser, où le pays va finir par reconnaître qu'il y a de la valeur à la démocratie. Sauf que c'est et donc, je me suis dit, le meilleur chemin, le meilleur endroit pour attendre, entre parenthèses, que ça se passe, c'était le Québec. Ouais. C'était le Québec pour moi. Sauf que c'était de pire en pire, quoi. Et voilà, Algérie, sauf que ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'effectivement, c'est d'année en année, les choses c'est pas juste que ça ne s'améliorait pas, c'est l'inverse, ça se détériorait jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et même ta conjointe et tes enfants ne sont jamais allés non plus. Non, ils connaissent pas. Ils n'ont jamais mis les pieds. Ils m'en veulent peut-être, mais moi, je ne leur interdis pas d'y aller. Ouais. Sauf que ça les encourage pas le fait que tu rentres pas. Mais mes enfants ne sont pas politisés du tout. Oui. Et s'ils veulent y aller pour passer des vacances, moi, ils vont s'éclater avec leurs cousins, cousines. J'ai pas de problème avec ça. Ils sont pas suffisamment conscientisés, ni peut-être même concernés, parce que c'est pas comme moi. Eux, c'est des Québécois. Ouais. Je ne peux pas dire même que c'est des Algéro-Québécois. Non, c'est des Québécois. Ils sont nés ici. C'est des Canadiens. Ils sont nés ici. Oui, ils ont des parents de 2 pays différents, mais ils sont nés ici. Ils ne connaissent qu'ici. Ils ne connaissent pas. Ils savent que je suis d'ailleurs. Ils savent que certaines de mes habitudes sont d'ailleurs. Ma nourriture est des fois d'ailleurs. Mais ils ne sont pas suffisamment... attachés, oui. Ils ne sont pas suffisamment attachés. Puisque... Ma fille est peut-être un peu plus curieuse que mon fils. Mais je pense que ma fille aimerait bien y aller. Mon fils, je ne pense pas. Ah, d'accord. Non, je ne pense pas. Je pense que lui, il est québécois. Puis, oui. Mais il a une famille aussi, des enfants maintenant et tout ça. Donc, Oui, il a ça. Mais... peut-être qu'un jour, j'espère qu'ils pourront... Par curiosité ou par... oui, peut-être ils vont pouvoir y aller. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Moi, je suis... malheureusement, je suis convaincu que je ne verrai pas une Algérie libre et démocratique de mon vivant. Non, je suis convaincu. Moi aussi, je le suis. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a aucune indication. En tout cas, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni plusieurs pays de ce genre, en tout cas. Il ne se passera rien de bon en Algérie, ça c'est clair. Mais alors, après avoir vécu tout ça, quand tu vois ici du monde, en tout cas, certains qui accusent les Québécois de racistes et qui parlent de racisme systémique au Québec et tout ça, comment tu réagis? Comment tu vois? Tu trouves ça? Je ne sais pas quoi dire tellement... c'est pas qualifiable dans le sens où quelqu'un qui pense que la société québécoise est raciste, je pense qu'il n'a même pas ouvert le dictionnaire pour lire c'est quoi le mot raciste de racisme. Et il ou elle n'a aucune idée de ce que le racisme... C'est quoi le racisme vraiment? Le vrai racisme? Ou même la discrimination. Oui. Ou même juste la discrimination à un certain niveau. Ce qu'on a vécu dans nos propres pays, quoi. Oui. Ce racisme-là et qui existe encore, Oui, donc quand je vois ces gens-là, c'est très facile pour eux de s'imaginer que juste le fait qu'on refuse à quelqu'un le moindre petit désir, le moindre petit avantage, que c'est forcément du racisme. Je ne sais pas. La société est déconnectée de la réalité par rapport à certains sujets. Le racisme en est un, la laïcité, c'en est une autre. Oui, c'est ça, oui. Le transgenrisme, c'en est un autre. Et complètement
complètement, comme diraient les Québécois, à côté de la traque. Ouais. Donc, je ne sais pas si... Moi, j'inviterais à ceux qui croient que le Québec est raciste, peut-être d'aller dans D'aller des vivre vrais un petit pays, peu. aller faire un tour, C'est aller ça. faire un tour en Algérie, aller C'est faire un ça. tour en Arabie Saoudite, aller faire un tour, Ouais. je sais pas moi, même dans le sud des États-Unis, aller faire un tour, vous allez Ouais. voir Ouais. ce que c'est le racisme. Ben oui. Surtout, en tout cas, contre le peuple même et contre des gens, par exemple en Tunisie, les Noirs n'ont pas, on les voit très rarement, ils ne sont pas considérés comme les autres, ils sont pas, il y a beaucoup de discrimination contre les Noirs, pour ne pas dire du racisme carrément, c'est-à-dire, moi dans ma famille, les Noirs ne sont pas pareils que les Blancs, que nous, ils ne se marient pas, on refuse de marier une noire ou un blanc, inversement. Toutes ces choses-là existent. Le régionalisme, il y a plein de. Oui, de là à dire que dans nos sociétés, Ouais. il y a un racisme systémique, je pense qu'il n'y a pas de racisme qui est établi en système. C'est-à-dire il y a effectivement des régionalismes, il y a des préférences. Oui. C'est plus, à mon avis, c'est plus par ignorance qu'autre chose. C'est plus par ignorance que le Kabyle, il va dire oh, moi, je ne marierai jamais une Arabe. OK? Mais un jour, s'il se trouve quelque part, puis il trouve une femme à son goût, elle trouve un homme à son goût, puis ça donne que c'est un Arabe, il y a des mariages mixtes, et puis les familles sont impliquées, etc. Donc, il y a un peu on ne connaît pas l'autre, donc on n'est pas ouvert. Ouais. Mais par contre, il y a des situations comme ce qui s'est passé en Tunisie, malheureusement, les dernières semaines avec les migrants, ce qu'ils ont fait avec les Noirs, là, à les ramener puis les abandonner à l'entrée du Sahara, c'est complètement inhumain. En Algérie, c'est pareil. Hein. Tu sais, en Algérie, il y a les Africains subsahariens qui ont le malheur de traverser l'Algérie. Je leur souhaite bon courage. Hein. Parce qu'ils ont beau être supposément de la même religion, musulmans, etc., ils subissent un racisme incroyable. Oui. Mais ça a toujours été comme ça en Tunisie contre les Noirs. Ils sont considérés comme inférieurs aux autres. C'est-à-dire, Dans ta région? Partout. Ah, oui. C'est-à-dire dans ma propre famille, dans ma propre... C'est-à-dire, c'est inconcevable d'imaginer de ma famille une fille ou un gars qui va épouser un noir ou une noire. Oui. Ouais. Pour moi, je ne peux pas considérer ça comme pas du racisme. C'est du racisme. C'est l'ignorance, mais l'ignorance jusqu'à quand, quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de conscientisation de la part du gouvernement, de la part du système, comme on en trouve ici. Ici, il y a toujours eu, c'est-à-dire... il y a des lois. Oui, il y a des lois, mais il n'y a pas de loi. Il n'y a pas des lois qui interdisent tout ça, c'est-à-dire et même, c'est-à-dire, on voit jamais des pubs, rien à la télé qui va conscientiser les gens pour ne pas être méchants avec les Noirs ou en tout cas. Ben, il n'y a pas de charte des droits dans nos pays respectifs. Ben, Donc, les gens, en quelque sorte, les préjudices qu'ils ont envers les autres régions, les autres personnes, etc., elles ont été, en quelque sorte,
tolérer et peut-être même encourager. Surtout, je te dis, moi, j'ai vécu ça chez moi, du racisme, je l'ai vécu depuis que j'étais enfant à Alger. Oui. Donc, le gouvernement, au contraire, il encourage, puisque lui-même, il interdit les manifestations de la culture kabyle, la culture chaoui, etc. Donc, la seule qu'il n'a pas attaquée directement, c'est celle des Touaregs, parce que les Touaregs, c'est dans le sud de l'Algérie, très loin, et puis probablement, c'est juste... ils considèrent ça comme un apport un peu folklorique, et donc il n'y a aucun risque qu'il y ait des élites qui viennent mettre en péril le pouvoir d'Alger ou quoi que ce soit, comme le seraient, par exemple, les élites kabyles qui met en danger le gouvernement lui-même, parce qu'ils vont réclamer la démocratie, ce que le gouvernement ne voudra jamais. Donc, écoute, le racisme ici, bon, on invite ces gens-là tout simplement à aller voir ailleurs pour voir ce que c'est le racisme systémique. S'ils se sentent bien parce qu'ils ils se font le porte-voix de ceux qui réclament des avantages indus, ben, c'est un peu dommage pour eux parce qu'ils n'ont rien compris. Ici, c'est une société égalitaire. Tout le monde est égal devant les lois et les règlements. Si quelqu'un veut outrepasser, veut des avantages, et si on les lui refuse, c'est certainement pas parce que c'est à cause du racisme. Oui. Ben, il existe des racistes comme il existe partout. Et ils vont toujours exister, les racistes, tu vois. Les racistes, les sexistes. Mais de là à dire que le système, avec toutes les lois, malgré toutes les lois qu'on a ici, que le système est raciste, ça c'est... Moi, en tout cas, ça me fait rire, ça me fâche, ça me met en colère. Oui, tu as raison. Des personnes, des individus racistes. Oui. Comme il existe des pédophiles, comme il existe des agresseurs, des harceleurs, et ça existe dans tous les pays, quoi. Tous les humains, j'ose dire, ont des préférences. Et certaines préférences, malheureusement, concernent des personnes. Et donc, c'est une espèce de racisme en quelque sorte. Mais de là à dire, juste parce que, encore une fois, on refuse un privilège à tel ou un privilège à telle communauté ou un privilège à telle personne parce qu'il est de couleur, parce qu'il est de telle religion, parce qu'il est de telle région, de tel pays, que c'est nécessairement tout le système qui est contre lui, contre cette personne. Non. Le Québec n'est pas un endroit. Le Québec n'est pas une province raciste. Le gouvernement québécois n'est pas raciste. Le peuple québécois, j'insiste, le peuple québécois n'est pas raciste. C'est probablement un des peuples les plus généreux, tolérants, les plus gentils, les plus chaleureux, accueillants. Oui, absolument, que j'ai jamais vu. Je vais te raconter une petite anecdote. Oui, j'adore les anecdotes. Oui. Pourquoi déjà cette ville m'a charmé, là. Quand je suis venu la première fois pour les Olympiques en 1976, j'ai pris l'autobus. Je ne me rappelle pas, mais j'ai pris un des autobus, peut-être pour aller en boîte. J'ai pris un autobus et je me rappelle qu'il y avait des panneaux publicitaires dans l'autobus. Et là, c'était écrit « Étirez le coin gauche de votre bouche. Étirez le coin droit de votre bouche. Ouvrez la bouche puis regardez votre voisin. Tu souris. Automatiquement. Je dis, ça n'a pas de bon sens. On veut accueillir les gens avec le sourire. On leur dit même... C'est simple pourtant. Il suffit de sourire à son voisin. Moi,
tout de suite, j'ai été conquis par ça. Oui, Je oui. me suis dit, c'est un peuple accueillant, c'est des gens accueillants. Et j'ai jamais subi de racisme ou de quoi que ce soit de discriminatoire pendant mes 42 ans Oui, et demi oui. maintenant ici. Mais moi non plus, avec tous les tournées que j'ai fait partout dans les régions, avec des tournées avec mes spectacles et tout, ça a toujours été des gens tellement accueillants et qui viennent pour apprendre par curiosité et aussi qui viennent pour se débarrasser de leurs préjugés aussi, parce qu'ils me disent tous, tu nous changes les préjugés, parce qu'on a tous des préjugés. Qui n'a pas des préjugés? Oui, voilà. Mais Voilà. en évoluant petit à petit, on se débarrasse à chaque fois d'un préjugé après l'autre. Les préjugés, on nous les rentre par force dans nos pays, dans nos sociétés. Et après, quand on voit autre chose, on change, on évolue. Puis voilà. Mais donc, ça me fait rire à chaque fois que quelqu'un me dit il est raciste. Ce qui est dommage, c'est que justement, avec cette espèce de communautarisme à l'anglaise que le gouvernement fédéral rabâche sur le Canada, on est plus porté à garder jalousement les préjugés avec lesquels on arrive et en développer d'autres, plutôt que d'apprendre à vivre en société d'accueil avec ce que la société a à offrir de nouveau et de nous départir de certains des préjugés qui ne cadraient pas et qui ne cadrent pas avec la société d'accueil. Et c'est vraiment dommage parce que ce faisant, un gars comme Trudeau, là, il dit aux communautés, aux immigrés, moi je vous appuie, vous êtes ce que vous êtes, restez entre vous, développez vos cultures, faites ce que vous avez à faire. Ouais. Vous n'êtes pas digne d'être comme nous. Justement, voilà. Vous n'êtes pas digne d'être des Canadiens comme nous, on a toujours été. Ouais. Vous n'êtes pas digne de confiance. Voilà. Ouais. Vous n'êtes même pas capable d'évoluer au point où vous allez être comme nous. Ouais. Donc, restez chez vous, restez dans vos communautés. On va même vous permettre de développer vos propres petites lois internes qui sont complètement contraires aux nôtres. Mais on va vous appuyer, ne vous en faites pas. On va même ouvrir certains espaces publics pour vous, là. On va vous les rendre possibles pour que vous les occupiez, pour que vous nous indiquiez que vous êtes différents. Et on va vous acclamer. Pendant ce temps-là, on vous refuse d'être l'égal de nous. Oui, c'est ça. Donc ça, ce n'est pas du racisme. C'est ça, le racisme. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être plus raciste que le communautarisme à la Trudeau. Voilà. C'est ça, en fait, le multiculturalisme à la Trudeau. C'est un multiculturalisme à la Trudeau, le communautarisme qu'il est allé lécher et téter chez ses amis, les Anglais en Angleterre. Oui. Donc, bon, merci d'avoir dit ça, parce que je le partage tout à fait. C'est la façon la plus hypocrite, le multiculturalisme du racisme, en fait. C'est-à-dire, c'est détourné, pour détourner... Donc, d'après ce que je vois, tu es reconnaissant au Québec et aux Québécois. Je pense que ces 42 ans et demi ne t'ont pas convaincu qu'en quoi je suis reconnaissant envers cette société. Oui, absolument, absolument. Je suis ravi d'avoir choisi le Québec.
Maintenant, quand je suis arrivé puis que je ne planifiais pas de rester à très long terme, c'était déjà parfait à ce moment-là. C'était très bien parti. Ça a rencontré mes aspirations au départ. Ici, on avait créé une association, on a pu défendre le droit des Kabyles à partir d'ici. Avec tout l'appui de la société québécoise, on a été repris dans les journaux, on nous a donné la parole lorsqu'on a voulu la parole. Ça a été très bien. Et donc, non, j'ai aucun mauvais mot à dire sur mon parcours québécois. Je n'ai rien de mauvais. Au contraire, je suis très, très reconnaissant. Mais alors, depuis plus de 40 ans que tu es là, est-ce que tu vois que le Québec évolue, que les Québécois évoluent C'est sûr que le Québec d'aujourd'hui n'est pas celui de 1981. Comment explique-moi. Le Québec, je pense qu'il n'y a plus d'idéaux au Québec. Je pense que le Québec, il essaye de survivre comme un îlot de différence, un îlot qui peut faire la différence, un îlot qui est encore jaloux de sa culture, qui protège sa culture, sa langue, et qui veut pas, croit aux libertés fondamentales, universelles, qu'il essaye de défendre. Mais il ne joue pas à armes égales. Il est entouré par 350 millions de communautaristes. Avec 8,5 millions, c'est très, très difficile. Les idéaux portés par Lévesque et compagnie ne sont absolument pas la même chose que ce que Legault et au PSPP sont en train de défendre aujourd'hui, etc. Moi, je pense que le Québec a peut-être fait une première... moi, je ne juge pas le peuple québécois, je n'oserais jamais, parce que j'ai trop de respect. Et je ne m'immisce pas dans un certain sens. Malgré mes 42 ans et demi, je ne m'immisce pas dans leur choix. Les Québécois sont libres de faire ce qu'ils veulent, de choisir ce qu'ils veulent, le gouvernement qu'ils veulent. Je vote, bien sûr, mais en mon âme et conscience, je ne voterai jamais contre la volonté du peuple québécois. C'est leur... Mais je pense qu'ils ont fait quand même des erreurs fondamentales lorsqu'ils ont obligé René Lévesque à quitter parce qu'il avait commencé à comprendre qu'il fallait changer de clairon et que la souveraineté, ce n'était pas nécessairement la meilleure solution. La souveraineté totale n'était pas nécessairement la meilleure solution au début des années 80. Peut-être que ça l'était à la fin des années 70, peut-être que ça l'était en 81, je ne sais pas. Mais quand René Lévesque lui-même, le père du Québec en quelque sorte, quand lui-même, il commence à réfléchir autrement, il y a peut-être une autre forme de société qu'il faut créer ici, et qu'on le met à la porte. Moi, j'ai été déçu, très, très déçu par le Parti québécois. Ensuite, Bourassa a essayé, avec sa Souveraineté Association, de faire quelque chose, un millimélo qui n'a satisfait personne. Et je pense que depuis ce temps-là, le Québec n'a pas écouté ces jeunes, les jeunes Québécois, qui n'aspiraient peut-être pas à une séparation franche du reste du Canada. Peut-être qu'ils voulaient autre chose. Peut-être que la séparation physique, ce n'était pas ça. Peut-être qu'il y avait moyen d'avoir un Québec fort
dans un Canada fort. La séparation physique du Québec, peut-être que ça allait affaiblir le Canada, c'est clair. Mais peut-être que ça n'aurait pas fait un Québec fort non plus. Donc, moi, je me questionne. Je me suis questionné là-dessus. Et j'ai l'impression qu'on n'écoute pas les jeunes. J'ai l'impression que les vieux aguerris et qui voulaient absolument la séparation, têtus en quelque sorte, etc., ils sont un peu déconnectés de la réalité. Et les gens qui se trouvent au milieu, ils sont ailleurs. À mon avis, ils sont ailleurs. Ils ont tellement de problèmes. C'est souvent des gens qui ont des jeunes familles. Ils ont des responsabilités financières. Ils sont ailleurs. Si tu veux les convaincre que le Québec de demain sera un pays prospère, montre-leur le chemin. Convainc-les qu'il y a une façon d'y arriver. Fais pas juste claironner, on veut être souverainiste, oui, on veut un Québec souverain, on veut un drapeau, on veut des territoires, on veut des... Montre-leur le chemin. Les gens, quand ils ont des responsabilités, quand ils doivent payer leur hypothèque, quand ils n'ont pas d'emploi, quand ils doivent se présenter, je ne sais pas, à une clinique dentaire ou un truc comme ça, ils ont des responsabilités qui vont au-delà de l'aspiration que tu peux leur inculquer, de l'espoir que tu veux faire naître en eux. Il y a autre chose. Travaille sur les jeunes, essaye de leur demander comment eux voient le lendemain, comment eux voient la protection de la langue, la protection de la culture. Commence par avoir des écoles qui ont de l'allure, où on enseigne vraiment la langue, où on enseigne vraiment l'histoire, où on enseigne vraiment aux jeunes comment construire la société de demain, mais ne les oublie pas après, il faut que tu continues à les écouter. Ou on les retient, c'est-à-dire on arrive à les retenir aussi, parce qu'il y a plein de décrochages. Tu sais que le pourcentage des analphabètes au Québec est énorme. Ça dépasse il y a beaucoup plus d'analphabètes ici qu'en Tunisie ou en Algérie. On a plus d'analphabètes. J'avoue que je ne connais pas la statistique là-dessus. Il y a genre 40% et plus de 40%. Je ne connais pas la statistique là-dessus. Ce que je sais, c'est que nos écoles, ici, forment de moins en moins d'enfants qui réfléchissent. Et ils essayent de former de plus en plus d'enfants conformistes. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux parce que si on veut vraiment changer la société, c'est à la base que ça commence. C'est l'instruction à la base que ça commence. Alors moi, le Québec, je le regarde aller. Je me sens québécois d'adoption, mais je n'ai pas la fibre. Je n'aurai jamais la fibre québécoise. Ma fibre à moi, c'est ce que j'ai été au sein de maman. Je ne peux pas. J'ai une culture qui inclut le Québec, qui inclut la culture québécoise. J'ai une culture qui s'est métamorphosée à travers les années, à travers mes expériences. J'aime bien. Je ne suis pas que kabyle. Je ne suis pas que Canadien, je ne suis pas que Québécois. Je suis tout ça. Je suis tout ça. Mais ça reste que je vois ce qui se passe ici et je me rends compte que quand je suis arrivé, l'idéal quand je suis arrivé, les idéaux qui étaient là à mon arrivée n'existent plus. Oui, c'est dommage. Hein? C'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux, la société évolue, hein, on n'y peut rien. Qui aurait pu imaginer l'importance l'importance des réseaux sociaux, combien de mal ils ont fait et combien de mal ils continuent de faire.
Ils ont fait beaucoup plus de mal que de bien, j'ai l'impression, en Absolument, tout cas. absolument. Et ils en C'est font. affreux. Ouais. Enfin, personnellement, je trouve ça Ouais. affreux. Je trouve que c'est vraiment... C'est dommage que, justement, dans une société capitaliste, il n'y a pas moyen de les arrêter, en quelque sorte. C'est pas... Si c'était en Chine, du jour au lendemain, si, ils croient que les réseaux sociaux, TikTok ou quoi que ce soit, ça ne les arrange pas, ils ne peuvent pas les utiliser pour leur propagande, ils vont leur dire de fermer, puis le lendemain, ils vont fermer. Hein. Tu ne peux pas dire ça à Maga ou à Google ou à Apple hein, de faire ce genre de choses. Ouais. Donc, c'est un peu l'envers de la médaille. Les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est terrible. Ce qu'ils sont en train de faire aux têtes de notre jeunesse est terrible. Alors, on ne parlera pas de l'intelligence artificielle parce que ça me fait peur. J'en connais pas suffisamment pour en parler, mais ça, je peux juste dire que ça me fait peur. On dirait que ça va détruire complètement les valeurs, la terre. Je sais pas, ça me fait peur, moi aussi. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Parce qu'on ne saura pas. On va être rendu à des situations où on sera confronté à deux vérités, à deux faussetés, égales l'une à l'autre. Oui, et on ne saura même pas laquelle est vraie et laquelle est fausse. Oui. C'est incroyable. Non, on va être manipulé. Déjà, on est déjà manipulé, mais on va être, je ne sais pas comment on va être encore plus, comment on va l'être encore. Comment ça va être quand on va être encore plus manipulé, aveuglé carrément. Mais ouais. Et même Legault, il n'arrive pas à rien faire en ce moment. Legault, c'est un homme d'affaires. Legault, c'est un homme d'affaires. Legault... Bon, quand je dis Legault, c'est le gouvernement. Oui, c'est le gouvernement. Oui, mais c'est un homme d'affaires et c'est un gouvernement qui, somme toute, veut faire fonctionner la société pour perdurer le plus possible et être élu, etc. Ce n'est pas des gens qui ont nécessairement une fibre nationale et qui ont à cœur de faire avancer la culture plus qu'il faut, le pays plus qu'il faut. Moi, je regarde des fois, même au niveau des infrastructures au Québec. Là. Un gouvernement comme Legault, il devrait être jaloux de ses infrastructures s'il veut claironner que les compagnies venaient faire des business au Québec, les touristes venaient visiter le Québec. Ben, tu viens à l'aéroport Trudeau, c'est un des pires aéroports au monde. Tu prends la route, jamais dans un autre pays, tu ne verras des routes en si mauvaises conditions qu'au Québec. Ouais. Et c'est partout. Ouais. Que ce soit les petites routes, que ce soit les autoroutes, que ce soit... Et jamais je n'ai vu ailleurs, à travers le monde, ou tous les pays que j'ai visités, une signalisation aussi mauvaise qu'au Québec. Alors, M. Legault, s'il veut faire du Québec une vitrine économique et qu'il veut inviter des investisseurs, commence par balayer, commence déjà par rendre les routes sécuritaires, commence par rendre les aéroports de sorte qu'on souhaite vraiment la bienvenue aux gens pour qu'ils soient pris je sais pas moi, en otage aux aéroports parce qu'il n'y a pas d'autobus, parce qu'il n'y a pas assez de taxis ou parce que les bagages n'arrivent pas. Ça fait 2 heures que tu es arrivé et ton bagage n'arrive pas. C'est complètement débile. C'est indigne d'une province. Ben, indigne, c'est pas représentatif du tout pour un Québec. En tout cas, l'aéroport, c'est quand même la première vitrine, la première chose qu'on remarque en arrivant. Tu vois les aéroports des autres pays, c'est incomparable, quoi. Oui, exactement. C'est vraiment incomparable. Et ce n'est pas par manque d'injection de fonds. Hein. Moi, je pense que depuis 42 ans que je suis ici, il y a des travaux à l'aéroport de Montréal depuis 42 ans.
Donc, et l'argent qui a été englouti là-dedans, c'est phénoménal. Mais c'est comme l'aéroport, j'imagine, c'est une extension de l'infrastructure. Et donc, les routes sont mauvaises, l'aéroport est mauvais, le système de transport en commun est mauvais. Ça n'incite pas les gens à venir vraiment s'installer ici. Et ce n'est un des autres points là qui s'est vraiment détérioré depuis les 40 dernières années. Et n'arrête pas de parler d'écologie. Si tu ne t'occupes pas des transports, il y a énormément de voitures parce que les gens ne peuvent pas utiliser les transports en commun parce que les transports en commun sont trop lents, sont trop... inefficaces. Inefficaces. Il y a tout le temps des retards, il y a tout le temps... voilà. C'est-à-dire il faut s'occuper de ces choses-là pour que les gens puissent utiliser les transports et laisser leur voiture, se débarrasser de leur voiture. Tu dois leur permettre au moins des transports comme il faut, c'est-à-dire qui ne sont pas... qui ne ralentissent pas... Je pense que si on doit parler du gouvernement oui, c'est ça. de Legault, ça va prendre une autre heure. Donc, Bon. Bon, en tout cas, on passe à autre chose. Oui. La question, on arrive à la question qui même si on a parlé un peu, la question que je pose à chaque invité, c'est quoi ton Québec à toi? C'est-à-dire comment tu le souhaites, comment tu... Je n'ai pas de Québec. Le Québec de ton rêve, oui, si tu... Je n'ai pas de Québec à moi. Je peux pas dire que j'ai jamais réfléchi au Québec à moi. Ouais. Comme je n'ai pas de permanence dans la tête, j'aime penser plutôt à l'endroit où je vis, hein, quel que soit l'endroit où je vis, que ce soit le Québec, que ce soit un autre endroit. Je suis peut-être utopiste. J'aimerais une société, bien sûr, égalitaire. Une société, mes origines socialistes. Il y a quand même, je crois, moi, à certaines valeurs dans le socialisme. La social-démocratie à l'européenne du Nord, suédoise, etc. C'est à peu près le modèle que le Québec essaye de calquer. Donc, parmi les pays capitalistes, etc., la social-démocratie québécoise, c'est à peu près ce qui se rapproche, ça me convient en quelque sorte. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on n'en fait pas assez pour les gens et on en fait un peu trop pour les corporations, les trucs comme ça. Mon endroit idéal, c'est un endroit sécuritaire, propice pour que les gens puissent élever la prochaine génération en toute sécurité, une bonne éducation gratuite, une bonne instruction gratuite, des soins accessibles à tout le monde et pas juste à certains privilégiés, même si supposément qu'on a un système universel. On sait très bien qu'il y a énormément de lacunes dans ce système. Et bien sûr, un système démocratique, on n'a pas le choix. Je veux dire, un système démocratique, la laïcité. Et une vraie laïcité. Une vraie laïcité. Pas un semblant de laïcité comme une vraie laïcité. Et bien sûr, la laïcité... moi, je félicite le Québec d'avoir osé, hein, parce que le petit Québec, noyé dans les 350, à l'intérieur de 350 millions ou plus de gens qui sont hostiles à la laïcité, d'avoir réussi sa loi 21, moi, je le félicite. Ouais. Même si elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Elle est loin d'être parfaite.
elle est Et malgré aussi... ça, elle est attaquée de partout. Oui, malgré ça, elle est attaquée de partout. J'espère qu'ils vont réussir à tenir leur bout. Ouais. Parce qu'un pays démocratique sans laïcité, ça n'existe pas. Non. Ça ne peut pas exister. Si tu as... C'est une fausse démocratie. C'est une démocratie voilée, comme je l'appelle moi. Oui, voilà, c'est une démocratie voilée, c'est une fausse démocratie et elle va se faire attaquer de partout par des intérêts religieux, des intérêts idéologiques et Voilà. ça ne marche pas. Mm. La laïcité, quand elle existe et qu'elle est pure, elle n'a pas besoin, comme les Français ou comme certains groupes de pression, des cons là, qui aiment l'édulcorer avec toutes sortes de définitions et d'épithètes et d'adjectifs, etc. La laïcité, c'est la laïcité. Séparez-moi ça de ça. That's it. OK? Séparez-moi. Sortez-moi tout ce qui est idéologique et religieux de la partie civile, gouvernementale, etc. Voilà. Et on est content. Et on est content. Les Sinon, institutions on peut pas publiques doivent être Ouais. laïques. Voilà. C'est tout. Voilà. Ben, on peut finir là-dessus. Si tu veux, on peut finir là-dessus. C'est comme tu veux. Si tu as d'autres choses à me dire, oui, avec plaisir. Je vais te lire. Oui, oui, oui. J'aime ça. Mais on n'a pas dit que tu es un poète aussi. C'est-à-dire, tu écris de la poésie. Bah, c'est-à-dire, poète amateur. Tu n'es pas poète, mais tu écris de la poésie quand même. Je vais te lire ce texte que j'avais mis lorsque j'étais sur Facebook. Avec plaisir, oui. Ça, c'est le titre, c'est L'exilé kabyle. Oui, oui. OK? Après, je te dirai peut-être pourquoi. Oui. Va plus loin que la verte vallée. Va par-delà la plus haute cime. Va jusque là où le ciel et la mer se fondent. Va voir où les grives passent leurs étés et où les hirondelles nichent en hiver. Il paraît que là-bas du jasmin pousse dans les failles des rochers et des poissons d'argent dansent au soleil levant. Moult richesses seraient à saisir. Alors, va au-devant de ta chance, n'aie crainte et ne regrette rien. On a tous un destin. Tu diras que tu es né dans le creux de 2 majestueuses montagnes aux pointes aussi franches que les seins d'une sirène, et que tu viens d'une terre qui n'a pas pu te nourrir, qui n'a pas su te retenir, mais que tu es d'elle, de cette terre. Lorsqu'au tournant d'une absence longue et pleine, lorsque le poids des années te bouscule l'éveil, lorsque l'ombre de l'olivier te deviendra refuge, lorsque tu comprendras que cette terre est aussi de toi, tu apprendras enfin qui tu es. C'est très beau. Donc, ça pour moi, c'est l'exilé kabyle, mais c'est n'importe quel exilé. Oui, oui. Ça montre jusqu'à quel point tu ne peux pas avancer si tu ignores ta racine. Ta racine, c'est l'essentiel de ton ancrage, sans quoi tu vas te perdre. Donc, le ressourcement, le retour à la racine, pour nous, est essentiel. Donc, on est ici, on est néo-québécois, on a une culture multiple qui s'est transformée, qui s'est métamorphosée, qui s'est améliorée au fil des années. Mais notre ancrage, on ne doit pas l'oublier. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Ça finit bien. C'est votre tour de vous laisser